Djerba, le 3 janvier 2009, interview de Béji Sansa sur l'histoire de la JST. 5, 4, 3, 2, 1, top. Cher Béji, tu as été un des fondateurs en 1974 de l'association Jeunes Sciences Tunisie, qui continue aujourd'hui toutes ses activités, en particulier en organisant l'Expo Sciences de 2007 au mois de juillet prochain. Évidemment, cette association a été précédée de tout un ensemble d'activités, en particulier au niveau de l'espace. Est-ce que tu peux nous indiquer, toi, comment tu as rencontré ces activités espace et comment tu es devenu un des plus fidèles et des plus solides animateurs de l'association? Oui, moi j'ai connu Jeunes Sciences en 1967. C'était, je descendais de Paris, on venait de lancer la télévision tunisienne, et voilà que mon patron me disait, tu vas voir un certain Abdelhamid Fiki qui s'amuse avec d'autres ingénieurs à faire de la science. J'ai été voir et j'ai chuté dans un laboratoire d'électronique où il y avait 2 coopérants français qui assuraient une initiation en électronique, équipe que j'ai rejoint donc pour faire de l'animation en électronique. Et c'est comme ça qu'à partir de là, on a été pris par le mouvement et on avait organisé un camp scientifique l'année suivante, donc 68, 69. Mais l'espace est venu suite à une exposition que l'ANCS de ce temps-là, l'Association nationale des clubs aérospatiaux français, avait participé à une exposition au club de Tunis. Les années 69, fin 68, 69. Et puis nous, les jeunes qui étaient au rez-de-chaussée, donc les labos étaient au rez-de-chaussée, l'exposition se tenait au premier étage. On a été voir et puis on a dit pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire la même chose. Et on avait donc demandé à nos aînés, à Abdelhamid Fiki principalement, pour lui dire est-ce qu'on ne peut pas créer une section aérospatiale comme ce que nous avons vu à l'expo du premier étage. Alors lui, il rigolait d'abord, ensuite il disait que ce sont des techniques réservées aux grands, à l'Occident, et ce n'est pas fait pour le petit monde que nous sommes, les pays du sud de la Méditerranée. Alors il dit écoute, on va essayer, ça pourrait faire quelque chose. Alors je vous promets. Mieux encore, je vais vous proposer à un stage de formation dans les techniques aérospatiales que la LCS organise en France. C'était le point de départ. Donc on a été 3 Tunisiens au camp aérospatial de 70, juillet, et avons donc été des participants, comme tous les participants à ce camp scientifique, dans une caserne à la Courtine au Massif central. Donc les 3 Tunisiens se sont partagés avec les autres équipes. J'étais avec quelqu'un, un Tunisien aussi, qui assurait les transmissions. Il était un as dans les émissions réception. Moi-même électronicien, et puis avec le reste de l'équipe qui était donc des Français, on avait développé une première fusée, une mono-étage, un cabri, je crois, un 90 mm, un 90 cm. Et le 3e Tunisien a participé à une équipe qui a développé la première biétage française. Résultat du lancement, la nôtre n'a pas été achevée, donc elle ne pouvait pas être lancée. Et le hasard a voulu que c'était un événement heureux que de connaître un échec pour la suite que je vais développer. Mais la 2 étages a été réussie. Et c'était la première fusée 2 étages qui a été réussie avec le 3e Tunisien, c'était à l'Italie. On est rentré donc comme déçus à Tunis, c'était fin juillet. Et notre ami Giroudon, donc il a dit, écoutez, on va la lancer à Tunis, cette fusée-là. Qu'est-ce qu'il vous faut comme temps? Moi, je lui dis, il me faut 15 jours pour reprendre un peu la partie électronique et pour permettre à Bibi de terminer son émetteur. Et on est parti comme ça. On est donc rentré avec cette fusée inachevée, avec ce qu'il faut pour le lancement, dont le moteur. Donc, c'était transporté dans les valises. C'était les beaux temps. Et donc, on a terminé cette fusée en rentrant. Tout a été mobilisé
à Tunis pour que ce projet-là se termine, tant en matière d'électronique que mécanique, que qu'air de lancement. On a eu ramené les Tunisiens et puis on a associé avec nous l'armée nationale, les télécommunications, la radio, la télévision, tout le monde, tous ceux qui pouvaient toucher de près ou de loin aux techniques aérospatiales, tant mécaniques. Alors, rapidement, on a développé une rampe de lancement. C'était un croquis fait très vite, qu'on a fait faire par un forgeron que nous connaissons côté radio et télévision. Le lancement devait donc avoir lieu vers la dernière semaine d'août. Et tout était prêt pour le lancement, l'aire de lancement, le champ de tir, la réception, tout était prêt, on est parti. Et ce lancement a eu lieu donc le 27 août, je crois, ou le 28 août, à 10h du matin, dans un champ militaire, Utique, à 30 km au nord de Tunis. Donc le lancement, on était donc prêt, et la tente avancée d'intégration, donc on devait mettre, assembler les dernières parties, mettre les goupilles qui devaient tenir les deux parties de la fusée. Et il y a eu une fausse manœuvre. Le lancement était annoncé à 10h du matin. Il y avait donc un public extraordinaire. Je n'ai jamais pensé me retrouver dans ce rassemblement avec 3 ministres, s'il vous plaît, dont le ministre de l'Intérieur et le ministre d'État, qui assistaient donc au lancement. Et sous tente, une fausse manœuvre, on a une séparation sous tente. Il fallait donc tout refaire, tout reprendre au niveau de l'intégration et avoir le sang-froid pour que, donc on a accusé 1 heure de retard. Et voilà que Jean-Claude sortait pour dire, effectivement, nous lançons à 10h, mais 10h GMT. Et l'horaire de Tunis, c'était donc GMT plus simple. On a lancé à 11h. C'était un lancement qui doit connaître encore un événement, puisque la mise à feu, on a donc fait la chronologie, silence radio, tout, et puis 5, 6, 9, 8, 7, 1, 0, top, la fusée ne part pas. Voilà, donc on n'a pas arrêté, et voilà, on court vers la rampe. Là aussi, la sécurité, heureusement qu'elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Donc on va voir, on enlève l'allumeur, on refait un deuxième allumeur au pied de la rampe. Hein. On rajoute de la poudre noire pour donner un peu plus de vigueur à l'étincelle, et c'est comme ça que la fusée était partie. Pour le public, l'opération était terminée, donc la fusée est partie. Tout le monde applaudissait et tout, et nous on était inquiets parce qu'il fallait attendre la séparation, parachute. Et on a entendu la séparation, les goupilles qui partaient, les javelots qui se sont allumés. On a récupéré, mais on ne récupérait pas la totalité de la pointe. On récupérait que la pointe utile. Le reste, donc le moteur avec la case parachute, devait être largué. Et cette fois-ci, on a été chanceux. Donc si on avait connu 2 malheurs, on va connaître des bonheurs. C'est que la partie moteur descendait en chute libre dans un camp de coton à 2 mètres d'une bonne dame. Et les gens venaient nous chercher, vous avez perdu quelque chose qui est tombé à côté de nous, et puis nous, on vous rendait compte, un machin comme ça qui descend de 1500 mètres à côté d'une dame, ça aurait pu catastropher. Donc, on a été tous contents, et puis voilà que Jean-Claude arrive pour dire « Oh non, ne vous inquiétez pas », parce que les gens avaient eu peur. On nous a dit « Et si ça tombait sur le bourbier à côté ?» Non, tout a été calculé pour que ça tombe à cet endroit-là. Et la chance, cette fois-ci, elle fait avec nous pour que l'on ne vive pas. On est rentré et c'était le premier projet, donc réussi. La suite, c'est donc une conférence de presse, un rapport campagne qu'on ne retrouve plus d'ailleurs. Je ne sais pas, aucun exemplaire n'existe de ce rapport-là. Jusqu'à maintenant, moi je dois l'avoir dans les caisses que j'ai oubliées,
mais c'était un rapport d'une très haute qualité qui a été monnayé par la suite pour avoir le soutien du gouvernement tunisien par la suite, un soutien financier principalement qui a été extraordinaire. La deuxième année, on a refait l'expérience, c'est-à-dire on a envoyé encore des Tunisiens à la Courtine pour participer au camp aérospatial, mais qui devaient développer également 2 pointes et rentrer avec. Chose faite. Donc la deuxième année, alors là, la campagne de lancement a été une campagne de très grande dimension, avec de la vidéo, de la télévision, un quart de reportage, des hélicoptères pour la poursuite. C'était fantastique, et des ministres bien sûr. Là, on avait repris le premier étage, la première fusée qui était appelée alors Morgen 701. Le 701, c'était l'année 70, première fusée. Et l'année suivante, donc c'est l'année 71, les fusées devaient avoir le numéro 712, pardon, donc la numéro 2 de la série Morgen, et une biétage qui était aussi développée et lancée dans cette campagne de 71. La première biétage est là, le lancement a réussi, la mise à feu du deuxième étage a réussi, mais c'est la séparation parachute qui n'a pas fonctionné. Alors que la première pointe, vu le drame qu'on avait évité avec la chute libre de la carcasse moteur, on a récupéré également cette partie-là, donc la fusée Morgen, la deuxième, c'est récupération totale. Les 2 parties étaient récupérées, la première avec un parachute propre et la deuxième avec un parachute propre, mais dans laquelle nous avons rajouté une expérience météorologique qui préparait un peu de la météorologie, puisque c'était une émission dans les bandes 27 mégas, donc avec un fil qui suivait les fils du parachute, et avec 3 expériences physiques qui étaient commandées par un commutateur rotatif, électronique bien sûr, qui passait les 3 informations l'une derrière l'autre dans une séquence bien déterminée. L'électronique qui était dedans, a été développée en s'inspirant sur les techniques aérospatiales du CNES. Comment ça? C'est que quand on a été à la Courtine, que je développais un peu l'électronique, j'avais à côté de moi un professionnel du CNES qui lui s'occupait de l'émission-réception. Et j'avais vu donc leur système de transmission de données qu'ils utilisaient dans les fusées sondes pour mesurer les paramètres de la fusée. Et c'était un système de transmission de données séquentielle qui envoyait les signaux dans des canaux qui se répétaient selon des cycles donnés. Donc il fallait déterminer un cycle et découper ce temps du cycle en plusieurs canaux dans lesquels on envoyait les transmissions. Donc il fallait développer un commutateur électronique qui passait donc les informations l'une derrière l'autre et répétition. C'est ce qui a été développé. C'est ce qui a été retenu d'ailleurs comme clou de l'opération, parce que le reste c'était de la mécanique, bien sûr, il y a de la séparation. Et on a continué. Donc on a fait 70-71. Ensuite il y a eu un arrêt. 72-73, un arrêt parce que l'association des ingénieurs et techniciens du moment devait connaître un tremblement de terre. C'est qu'il y a eu une assemblée générale qui a presque annulé l'association des ingénieurs et techniciens tunisiens pour sortir avec une autre structure qui est l'Union des ingénieurs tunisiens. C'est comme si on n'en voulait pas des techniciens. Donc on a écarté les techniciens, on leur a dit vous allez créer une autre association à vous, et nous on devient des ingénieurs purs et durs. Bon, ça, donc fait qui va se retrouver en minorité dans cette assemblée générale, malgré les prouesses donc, qui ont certains torpilleurs donc, de l'assemblée ont même dénigrer ce qui a été fait comme travaux de jeux de sciences en matière d'espace. Si vous voulez qu'on revienne aux autres secteurs comme les sciences de la nature, comme la chimie, parce qu'il y a eu d'autres projets aussi
qui ont eu droit de citer aussi dans des journaux. Mais pour terminer avec ça, 72-73, c'est blanc. 74, création de l'association Jeunes Sciences de Tunisie. Comment? Hamid, énervé par l'Assemblée générale, et puis se trouvant en minorité, il a dit, bon, je vais prendre le mouvement Jeunes Sciences, en faire une association Jeunes Sciences, et la faire sortir de l'espace ingénieur, qu'elle devienne une association scientifique dans le sens large, autre que technique, comme dominante. Donc, 74, c'était la création de Jeunes Sciences. Il a préparé les statuts, il a été voir M. Akout, qui était à ce moment-là directeur du secteur culturel au ministère de la Culture. Il s'occupait de maisons de culture. Commission nationale culturelle tunisienne, qui lui voulait développer les sciences dans les maisons de culture. Donc ça tombait bien. Et c'est comme ça que l'association Jeunes Sciences Tunisie, cette fois-ci, sort du cadre ingénieur pour aller vers un cadre national, donc association Jeunes Sciences Tunisie 74. Bon, merci Béji pour ce premier interview. Donc on close cette première séance que nous reprendrons. Et puis maintenant, bonne soirée. Merci. Salut, c'est moi qui vous remercie.